Christophe André, vous êtes psychiatre, vous êtes un auteur très apprécié en France et ailleurs, y inclus en Roumanie, et vous êtes l'un des premiers médecins français qui a utilisé la méditation de la pleine conscience, c'est-à-dire le mindfulness, dans la psychothérapie. Je vous remercie pour avoir accepté cet entretien dédié au public roumain. Et je vous propose de parler autour les derniers titres parus en roumain, voire 3 minutes à méditer, la vie intérieure et à nous la liberté. Pour commencer, je partirai d'un fait assez courant. Pendant les derniers mois, marqués par l'isolement sanitaire à cause de l'épidémie, je pense surtout au fait que les gens ont protesté au nom de leur liberté qui serait de plus en plus limitée à cause du confinement. Dans le trialogue à nous la liberté, vous et vos deux amis Alexandre Jolien et Mathieu Ricard, vous parlez donc d'une autre sorte de liberté, plutôt intérieure qu'extérieure. Et la question serait alors, peut-on cultiver cette liberté intérieure pour ressentir les contraintes extérieures comme moins étouffant? Et si oui, comment le faire? Alors, c'est une question importante. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Je suis très heureux de m'adresser aux lectrices et aux lecteurs de Roumanie. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, pour ces questions de liberté intérieure, c'est vrai que la pandémie de Covid et la nécessité du confinement nous a confrontés à cette question. Alors, comme vous savez, on peut dire d'une certaine façon que nous avons besoin de trois formes de liberté. Il y a la liberté de mouvement, que notre corps puisse aller là où il le souhaite. Bon, cette liberté-là, évidemment, avec le confinement, elle a été malmenée. Il y a la liberté de parole, pouvoir dire ce que l'on pense sans avoir peur d'être puni par les autres, par la société, par l'opinion publique. Et puis, il y a la liberté intérieure, c'est-à-dire la liberté de penser, la liberté d'amener notre esprit là où nous le souhaitons. Et c'est vrai que la liberté de mouvement, évidemment, nous l'avons perdue pendant le confinement, mais heureusement, la liberté de parole, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux échanges par Internet, nous avons pu la garder. Et la liberté intérieure, c'était plus compliqué en réalité. C'était plus compliqué parce que finalement, le confinement nous a privés d'espace, mais nous a offert du temps. Nous avions moins d'espace pour nous déplacer et davantage de temps pour être avec nous-mêmes ou avec les autres. Et ce temps pour être avec nous-mêmes, beaucoup de personnes n'étaient pas à l'aise pour l'utiliser. Bon, on a vu beaucoup de personnes passer beaucoup de temps à regarder la télévision, les informations, des séries, Internet, faire des jeux vidéo, au lieu d'essayer de cultiver leur liberté intérieure, au lieu d'essayer de développer leur équilibre intérieur. Et on s'est aperçu, je ne sais pas comment ça s'est passé en Roumanie, mais en France, on a eu beaucoup de personnes qui ont essayé de se mettre à apprendre à la méditation sur Internet. Les applications sur smartphone pour apprendre la méditation ont vu le nombre de leurs utilisateurs multiplié par 3 ou par 4, comme si les gens voulaient apprendre à fréquenter leur vie intérieure et voulaient compenser par leur liberté intérieure, se promener à l'intérieur de leur esprit, de leurs émotions, comme si les gens avaient voulu compenser par cette liberté intérieure la perte des libertés extérieures. Et je crois que c'était une des solutions possibles. Alors après, bien sûr, on peut critiquer le confinement. En France, on a beaucoup critiqué le confinement. On a dit au fond, on prive les gens de liberté parce que l'État n'a pas été compétent, n'avait pas pris les bonnes mesures. Mais bon, ça c'est encore un autre débat.
D'accord. Revenons à la méditation, qui est votre thème préféré au cours de vos derniers livres. Et dans les temps pressants de nos jours, est-ce que les 3 minutes à méditer, bon, je cite l'un de vos titres traduits assez récemment en Roumanie, donc est-ce que les 3 minutes à méditer par jour suffisent en effet pour retrouver notre, disons, sérénité? Alors, 3 minutes à méditer, non, ça ne suffit pas pour atteindre la sérénité, mais ça peut suffire pour découvrir un petit peu ce qu'est la méditation. Vous savez, quand on parle aujourd'hui de méditation en Occident et même dans le monde entier, on parle souvent d'une forme de méditation qui s'appelle en anglais mindfulness et en français on appelle ça la pleine conscience. Je ne sais pas comment on dit en roumain, si vous utilisez mindfulness ou pleine conscience dans votre langue roumaine, On a mais adopté, on a adopté plutôt le terme anglais. ouais, ouais, Mais quand il s'agit beaucoup de de, traduction de français, on utilise aussi bon, la pleine conscience en précisant qu'il s'agit de mindfulness. oui, oui, voilà. En tout cas, voilà, mindfulness ou pleine conscience. C'est une méditation très particulière, puisque c'est une méditation qui est laïque, qui a été validée par beaucoup d'études scientifiques et qui est facile à apprendre. Beaucoup d'écoles de méditation proposent des apprentissages très complexes, très longs, très ambitieux aussi, qui permettent d'aller très loin dans la connaissance de soi. Mais la mindfulness, la pleine conscience, elle a des objectifs plus simples. Elle veut juste nous apprendre à nous poser dans l'instant, à respirer, à prendre conscience de notre état, de quelle façon on est en lien avec nous-mêmes, avec le monde. Et pour ça, quelques minutes peuvent suffire. Vous savez, il y a dans l'apprentissage de la méditation et puis dans la pratique, il y a 3 familles d'exercices. Il y a des exercices qui sont des exercices d'approfondissement, qui sont longs, où on va pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, prendre le temps de descendre en soi-même, d'observer le fonctionnement de son esprit. Mais ça, on ne peut pas faire ça toute la journée. Ou alors, il faudrait être un moine ou une nonne. Euh, mais après, il y a beaucoup de petits exercices qui sont des exercices courts, où on va recommander à nos élèves ou à nos patients, si on est des médecins ou des psychologues, de s'arrêter et simplement de prendre 3 minutes pour se recentrer, pour se reconnecter à soi-même. Parce que souvent, dans nos journées, nous ne sommes pas connectés à nous-mêmes. Nous sommes dans les actions, dans les distractions, dans la dispersion, et nous ne sommes pas centrés, nous ne sommes pas avec nous-mêmes. Et donc, parfois, juste s'arrêter quelques minutes pour respirer, pour observer dans quel état nous sommes, ça peut suffire. Et puis après, il y a une 3e famille d'exercices qui ne prennent pas forcément beaucoup de temps, c'est agir en étant vraiment présent et conscient à ce qu'on fait. Si vous faites la cuisine, vous ne faites pas la cuisine en pensant à votre journée de travail du lendemain, vous êtes attentif à ce que vous faites. Si vous marchez, si vous travaillez, si vous parlez avec quelqu'un, être vraiment pleinement conscient de ce que vous vivez. Donc, vous voyez, la méditation, elle a besoin par moment d'exercices longs, mais parfois quelques minutes peuvent suffire. En ce qui concerne bon, l'utilité de la méditation, dans votre livre La vie intérieure, il y a une phrase qui m'étonne. Vous précisez que l'introspection méditative ne nous rend pas plus efficace ou plus performant. Dans le contexte où, bon, vous savez, nombreux psychologues recommandent les techniques de mindfulness, précisément pour l'efficacité au boulot ou pour plus d'assertivité. Quels seraient donc les avantages de la méditation que vous recommandez? Alors, la méditation, en vérité, si, elle rend plus efficace. Elle augmente nos capacités d'attention, elle nous donne plus de stabilité émotionnelle, donc elle va nous aider dans tous les domaines, dans la vie relationnelle, dans la vie professionnelle. Ce que je voulais dire, et ce que disent souvent les maîtres orientaux de méditation également, c'est que
si je fais un exercice de méditation en me disant il faut que ça me rende plus efficace, ou je dois absolument faire le vide dans ma tête, je dois absolument me calmer, je dois absolument être attentif, je risque d'avoir le contraire. Vous savez, c'est comme quand on veut dormir. Si le soir ou la nuit vous voulez vous dormir ou vous rendormir, si vous dites je dois absolument dormir, vous allez chasser le sommeil. Et donc, la méditation, c'est un peu comme le sommeil. On ne maîtrise pas l'arrivée du sommeil et on ne maîtrise pas l'arrivée de l'état méditatif, mais on peut maîtriser les conditions. Et donc, quand je médite, je travaille sur les conditions de la pleine conscience. Je suis immobile, j'ai les yeux fermés, je pose mon esprit dans l'instant présent et je reste là. Et si mon esprit s'en va, je le ramène. Et là, il va se passer des choses. Mais si je m'assieds, je me dis vite, vite, médite, sois efficace, évidemment, le résultat sera catastrophique. Bon, pour finir, la dernière question vise plutôt le côté littéraire de votre écrits. Émile Cioran est l'une des sources que vous citez souvent et je me demande pourquoi un psychologue positif, disons, pourquoi s'inspirer des écrits d'un penseur plutôt nihiliste ou au moins négativiste? Oui, oui, oui. Moi, j'aime beaucoup Cioran. C'est un homme d'une grande intelligence. C'est un penseur extrêmement brillant, qui a beaucoup d'humour, mais qui a cet humour effectivement un peu désespéré, un peu sombre. Et je le cite très souvent, d'abord parce que il est très différent de moi. Il est très différent de moi et c'est bien de fréquenter les gens différents de nous. Si on ne lit que des auteurs qui pensent comme nous, ça fait du bien, mais ça ne nous dérange pas, ça ne nous force pas à réfléchir. Cioran, en réalité, il est très précieux. En plus de son intelligence, c'est toujours bon de lire des auteurs intelligents, ça augmente un peu notre sentiment d'être intelligent, mais il est très précieux parce que il va nettoyer nos illusions. C'est pas quelqu'un qui veut nous rendre désespérés, c'est quelqu'un qui veut nous aider à ne pas faire reposer nos espoirs sur des illusions. Et il veut qu'on voit la réalité et la vie telle qu'elle est, sans se raconter d'histoire, sans se mentir. Et je crois que ça fait beaucoup de bien. Alors, il ne faut pas lire que Cioran, parce qu'au bout d'un moment, quand même, c'est pas forcément bon pour le moral. En tout cas, il faut lire d'autres auteurs aussi. Mais vous savez, moi, j'ai rencontré à Paris plusieurs personnes qui connaissaient bien Cioran et qui m'ont dit que c'était un homme gai. C'était un homme qui aimait rire, qui avait des côtés joyeux. Alors, il avait aussi des moments tristes, mais qui avait des côtés joyeux. Et quand on lit Cioran, on voit qu'il y a beaucoup de moments aussi où il est émerveillé. Il adorait se promener dans la campagne et il est émerveillé par les fougères, par la forêt. Donc, c'est pas quelqu'un qui est à 100% négatif. C'est quelqu'un qui est très exigeant, très critique et qui est un tueur d'illusions. Voilà. Bon, Monsieur Christophe André, je vous remercie beaucoup pour votre propos et j'espère qu'on pourra se revoir en chair et en os le futur proche à Bucarest. Avec plaisir. Merci beaucoup.